Touba et partout ailleurs au Sénégal, l'heure du grand journal, bienvenue. À la une de l'actualité, les fortes pluies qui s'abattent sur Touba depuis hier soir et qui ont fait un mort dans l'effondrement d'une maison dans un quartier de la cité religieuse. Le maire de Touba parle de catastrophe et lance un appel aux autorités pour l'organisation des secours. Un point complet dans ce journal sur la situation avec nos correspondants sur place. Vous aurez également un point avec la météo puisque les pluies concernent presque l'ensemble du territoire national. L'actualité, c'est aussi l'installation ce matin du pôle judiciaire financier. Vous entendrez le ministre de la Justice qui a présidé la cérémonie au palais de justice de Dakar. Élection législative anticipée du 17 novembre prochain. L'expert électoral Babacar Fall du GRADEC exhorte les autorités à fixer la date limite de dépôt des listes de candidats très tôt. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous reviendrons et nous débattrons du nouveau pôle judiciaire financier installé ce matin à Dakar. À la mise en onde de ce journal, Amady Ndiaye. Je vous le disais dans les titres, à Touba, les fortes pluies ont provoqué un drame en causant l'effondrement d'un bâtiment, entraînant la mort d'une personne âgée d'une trentaine d'années et faisant un blessé. Le débordement du bassin de Kerniang a également contraint des dizaines de familles à évacuer leurs habitations, tandis que les habitants de Darou-Marnane et d'Amatou luttent contre les inondations. Le récit de Pape Mbaye Diao. Les fortes pluies qui s'abattent sur la cité religieuse de Touba continuent de faire des ravages. Ces intempéries ont tragiquement coûté la vie à un homme d'une trentaine d'années, victime de l'effondrement d'un bâtiment à Kerniang, Cheikh Mbacké Thiam, témoin de la situation. La pluie a causé de nombreux dégâts. Depuis l'aube, nous sommes sur place pour aider les populations. L'eau a provoqué l'effondrement de ce bâtiment. 2 personnes s'y trouvaient à l'intérieur. Malheureusement, l'une d'elles a perdu la vue. L'autre, gravement blessée, a été transportée à l'hôpital. Même les pompiers ont du mal à accéder au lieu du sinistre. Dans ce quartier, le débordement du bassin de Kerniang a contraint plus de 30 familles à quitter leur domicile. La montée des eaux a rendu les habitations inhabitables. Le bassin de Kerniang a débordé. Toutes les eaux se déversent dans les maisons. Plusieurs familles ont dû abandonner leurs habitations submergées par les eaux. La situation est tout aussi préoccupante à Darou-Marnane. Plusieurs maisons sont submergées par les eaux de pluie. Modou Thiam est l'un des sinistrés. Presque toutes les maisons sont inondées. Nous sommes contraints de quitter nos domiciles pour chercher refuge ailleurs. La situation est vraiment difficile à vivre. Dans d'autres quartiers de Touba, les eaux de pluie continuent de causer des dégâts majeurs. Malheureusement, cette situation a conduit à la mort d'une personne. RFM Touba, Pape Mbaye Diao. À présent, nous sommes en direct avec notre correspondant permanent à Mbacké qui s'est rendu sur place. Pape Balagui, bonjour. Bonjour, Souleymane. Premier constat, l'accès difficile aux lieux, dans ces quartiers-là, particulièrement touchés par ces inondations. Mais à part cela, quelle est la situation au moment où on parle et comment s'organisent les secours? Voilà, donc comme vous l'avez dit, Souleymane, je suis présentement au lieu du drame, là où s'est passé le drame ce matin. Donc les populations sont sorties pour ne serait-ce que prêter main forte au secours qui étaient sur place. Après donc d'avoir extrait le défend des débris, les sapeurs-pompiers ont quitté le lieu. Mais l'accès est difficile dans la zone et un peu partout dans la ville centre de Touba. Énormément d'eau dans plusieurs quartiers, que ce soit donc au niveau du marché Ocass, marché Code Kerniang, Ngiranen, Ndamatou, Ngélémou, Touba Mosquée, entre autres, et Jakey Serigne Mourtala, Barou Serigne Fallou. Donc pratiquement tous ces quartiers sont sous les eaux avec les forces pluies qui se sont abattues dans la ville centre de Touba depuis vers minuit, hier. Depuis lors, c'est ça, beaucoup d'eau et la pluie n'arrête pas de tomber au niveau de la ville centre de Touba. Jusqu'à présent, les précipitations sont notées
dans le quartier là où nous sommes, au niveau donc de Kerniang, non loin donc du bassin de Kerniang qui continue de déborder. Envahissant d'autres quartiers, comme je viens de citer à Souleymane. Est-ce qu'il y a un dispositif visible justement pour prêter main forte aux populations et surtout aider à prendre en charge la situation à défaut d'évacuer les eaux puisqu'il continue de pleuvoir? Difficile, pour l'instant, pas de dispositif pour l'heure là où nous sommes. Juste que les populations sont sorties peut-être pour essayer donc de s'enquérir un peu de la situation, en essayant donc de voir un peu les précipitations et l'eau qui déborde donc de Kenyang qui envahit les autres quartiers. Pour le moment, on attend également les autorités qui certes sont annoncées depuis l'annonce du drame, mais jusqu'à présent, personne sur place. On attend de voir quels seront les dispositifs à prendre avec les autorités pour soutenir les populations qui sont dans la consternation avec ces fortes pluies qui s'est abattue ici à Touba, Souleymane. Merci. Pape Balagueye, bien naturellement, avec Pape Mbaye Diaw, nous continuerons de suivre la situation avec tous les deux, vous, nos correspondants permanents dans la région et dans le département. Merci et à tout à l'heure dans l'édition en Wolof. Le maire de Touba, Serigne Abdoulahat Ka, parle de catastrophe et exhorte les autorités à se mobiliser pour apporter leur secours aux populations qui sont touchées par ce drame. Abdoulahat Ka, joint tout à l'heure par Awa Mbaye. Touba a enregistré 140 mm de pluie et la situation est catastrophique. Les populations sont désemparées parce qu'elles sont envahies par les eaux. Partout, presque tous les quartiers sont inondés. Déjà, à Kerniang, l'effondrement d'un bâtiment a fait un mort. La situation est indescriptible. Ici, tout le monde, je vous dis, et tout le monde est désemparé. Et ce qui est plus dramatique est qu'il n'y a pas de secours. J'ai contacté le ministre de l'Assainissement et il est en train de s'organiser avec les différents services de l'ONAS et les sapeurs-pompiers, mais la situation est catastrophique ici à Touba. Actuellement, nous sommes à une situation d'urgence. Vraiment, nous lançons un appel à l'État du Sénégal. Des autorités que nous avons jointes un peu plus tôt nous ont confirmé que les secours sont en train de se mettre en place et promettent de nous en parler davantage dans les prochaines heures. Notez que ces pluies concernent une grande partie du territoire national. Point météo tout de suite avec l'ingénieur prévisionniste Pape Ngor Ndiaye de l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, joint également tout à l'heure par Awa Mbaye. Il a beaucoup plu, avec des pluies extrêmes notées entre les localités nord et centre du pays. En perspective, c'est des pluies qui vont persister durant la journée d'aujourd'hui, le 17, mais aussi le 18, avec des pluies importantes attendues vers les localités sud, centre et vers le littoral. Donc en raison de cette variabilité climatique, la prévision et les alertes des phénomènes météorologiques extrêmes nécessitent davantage d'outils de prévision. Donc à l'instar du radar qui a été installé ces derniers jours à Diamniadio, nous recommandons de disposer d'un réseau de radars qui va couvrir l'ensemble du territoire sénégalais et qui nous permettra d'affiner davantage la prévision et les alertes météorologiques afin de pouvoir fournir un service adapté à la population mais aussi aux décideurs. RFM 94.0, la radio en puissance. Venons-en maintenant à l'installation ce matin du pôle judiciaire financier au palais de justice de Dakar. Ce pôle va combattre la corruption et le détournement des fonds publics pour plus de transparence. Nous en reparlons dans un instant. Avant cela, allons à Mbour où nous reparlons du chavirement de la pirogue remplie de migrants. Des familles n'ont toujours pas retrouvé les corps de leurs proches. Elles ont fait le deuil car ayant perdu tout espoir de les retrouver. Ndeye Matidiane nous donne aussi des informations sur le présumé convoyeur. Il est toujours dans les liens de la détention.
Cela fait 10 jours aujourd'hui que la famille Diouf vit dans l'angoisse et la tourmente. Les corps de Mbaye et de Malik, 2 frères victimes du chavirement d'une pirogue de migrants le 8 septembre dernier, n'ont toujours pas été retrouvés. Mais la famille a décidé de faire son deuil. À Mbour, ce n'est pas uniquement la famille Diouf qui est dans cette situation. Dans les jours qui ont suivi le drame, nous avons rencontré un Guinéen qui lui a perdu 6 membres de sa famille. 3 ont été retrouvés morts et 3 autres portés disparus jusqu'à ce mardi 17 septembre, confirme-t-il. Ils étaient des locataires de cette dame en pleurs. Entre les mains de la justice depuis le 9, le présumé convoyeur de la pirogue endosse lui seul toutes les responsabilités liées à ce drame. Il dit avoir organisé seul ce voyage qui malheureusement a mal tourné, causant plus d'une 30aine de morts. Son fournisseur de carburant a également été arrêté dans le cadre de l'enquête devant le procureur de la République près du tribunal de la grande instance de Mbour. Le présumé convoyeur et son fournisseur sont respectivement poursuivis pour trafic de migrants, escroquerie, mise en danger de la vie d'autrui en mer et homicide involontaire et complicité. Tous les 2 ont été déférés jeudi dernier. Des Matidjeng, Mbour, Radio Futur Média. Évoquons cet accident de la circulation. Un car Ndiagandiaï s'est renversé peu avant midi à Aloukagne sur la route de Thiès. Bilan, une 20aine de victimes, mais pas de perte en vue humaine, heureusement. C'est notre correspondant, cher Anta Diop, qui nous a fait parvenir cette information il y a quelques minutes. À Tambacounda, c'est la recrudescence des cambriolages. La nuit dernière, des individus armés ont défoncé 2 boutiques dans le quartier de Saré-Guilel. Même si les malfaiteurs n'ont rien emporté, ils ont provoqué une grosse peur chez les commerçants qui réclament plus de sécurité. Papoussé Diallo. Les malfaiteurs ont encore fait parler d'eux. Cette fois-ci, c'est la boutique du commerçant Ablaye Sissé ayant pignon sur rue au quartier Saré-Guilel de la commune de Tambacounda qui a été visitée par les malfrats. Ils ont réussi à défoncer la porte. Les malfaiteurs ont visité ma boutique. Ils ont défoncé la porte. C'est à 6 h du matin qu'on m'a appelé au téléphone pour m'informer du cambriolage. Heureusement, ils n'ont rien emporté. Après leur forfait, la bande s'est déportée dans une autre boutique appartenant à Abdou Aziz Touré à 500 mètres de la première boutique. La boutique a été cambriolée hier nuit. C'est mon frère qui passe la nuit dans la boutique qui m'a appelé au téléphone pour me dire que la boutique a été visitée par les malfaiteurs. C'est lui d'ailleurs qui les a repoussés. C'est pourquoi ils n'ont rien emporté avec eux. Ces commerçants qui ne cachent pas leur inquiétude face à la montée de l'insécurité au quartier Saré-Guilel de Tambacounda réclament plus de sécurité. Nous demandons plus de sécurité de nos biens, vraiment ici à Saré-Guilel. Nous demandons plus de sécurité. Le quartier Saré-Guilel a un sérieux problème d'insécurité et devenu monnaie courante. Tambacounda, Papoussé Diallo, Radio Futur Média. À 12h13, revenons sur l'installation du pôle judiciaire financier. C'était ce matin au Palais de Justice de Dakar, cérémonie présidée par le ministre de la Justice. Le pôle judiciaire financier va contribuer à combattre la corruption et le détournement de fonds publics pour plus de transparence. Je vous propose d'entendre le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à ce sujet, Ousmane Diagne, au micro de Kharisila. C'est avec un immense plaisir que je procède ce matin à l'installation du pôle judiciaire financier, PJF, organe juridictionnel à compétence nationale, institué au sein de la Cour d'appel et du tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour réprimer les infractions à caractère économique et financier. Je voudrais ainsi vous remercier d'avoir accepté notre invitation à venir partager avec nous ce moment solennel qui symbolise l'engagement indéfectible des autorités étatiques à rendre effectif ce nouveau mécanisme créé par la loi numéro 2023-14 du 2 août 2023 modifiant le code de procédure pénale pour remplacer la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI. La mise en place du pôle judiciaire financier est une réponse aux nombreux défis posés par l'exigence citoyenne de redevabilité,
la mondialisation de l'économie, les flux rapides de capitaux, le développement des technologies de l'information et de la communication, ainsi que les multiples réseaux criminels qui ne connaissent pas de frontières et ne sauraient donc être démantelés que par des mécanismes judiciaires adaptés. Nous avons demandé à quelques Sénégalais ce qu'ils pensaient de cette innovation dans le système judiciaire sénégalais. Presque à l'unanimité, la mise en place de ce pôle judiciaire financier est salué. C'est un micro-trottoir réalisé par Ndeye Ndoumbe Diop. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, d'autant plus que ça va servir à combattre la corruption et tout ce qui est, voilà quoi, les évasions fiscales et tout ça. Je crois que c'est une bonne chose pour le Sénégal. Et ça va prévenir les gouvernements qui vont venir à l'avenir. Ils ne vont pas s'enrichir sur le dos des Sénégalais et voilà quoi, dilapider l'argent du peuple et l'argent du contribuable. Je suis vraiment content de ça. Je suis contre. Mais qui maintenant? Parce que en certain moment, bilan. Avec le nouveau ministre de la Justice, parce que vu son caractère, vraiment, j'ai beaucoup confiance à lui. Et je sais qu'il va faire ce qu'il faut. J'ai espoir au niveau service parce que c'est la nouvelle génération. Ils doivent exploiter ce qu'ils ont appris. Ils doivent l'exploiter. Et nous aussi, les doyens, les anciens, nous devons les couvrir, les seconder comme conseillers. Un mot de politique avec les législatives du 17 novembre prochain. Pas de parrainage. La caution est fixée à 15 millions de francs CFA, ce qui fait craindre une pléthore de listes de candidats. Mais pour l'expert électoral Babacar Fall du GRADEC, cela ne devrait pas poser de problème car pour lui, le Sénégal dispose d'une administration électorale expérimentée. Il demande plutôt aux autorités de fixer très tôt la date pour le dépôt des listes. Babacar Fall, joint par Barthélémy Ngom. Notre cadre juridique et législatif n'interdit pas, dans la pléthore de listes. On est en démocratie. Même aujourd'hui, s'il y a 50 ou 100 listes, je pense que le gouvernement qui organise les élections doit se donner les moyens pour organiser donc les élections de la manière donc la plus parfaite, au nom du droit du suffrage donc des Sénégalais. Alors maintenant, c'est vrai que quand il y a beaucoup de listes, cela peut poser certains problèmes en termes d'organisation. Premièrement, pour ce qui concerne déjà le nombre de listes, je crois que cette question a été réglée en 2017 avec maintenant l'autorisation faite donc à l'électeur de pouvoir prendre au moins 5 listes. Le problème qui peut se poser lorsqu'il y a peut-être beaucoup de listes, c'est peut-être les questions d'organisation parce qu'il va falloir, après le dépôt des listes de candidature, disons, faire les vérifications, sortir l'arrêté portant en publication des listes déclarées recevables et ensuite engager la phase la plus importante qui consiste à imprimer les bulletins de vote et à les convoyer. Parce que pour ces élections législatives, c'est des élections nationales, même la diaspora vote. Donc il va falloir éclater le matériel électoral, envoyer les bulletins à l'étranger et ici. C'est vrai qu'avec les dispositions qui sont prévues par le code électoral en son article L175 qui dit qu'en cas d'élection législative anticipée, c'est le montant de la dernière caution qui est donc reconduit. Mais je pense que les autorités, en choisissant le délai de 60 jours, ont conscience donc de cela, des difficultés que ça pourrait faire. Mais en ce qui concerne les listes de candidature, moi, je me dis que si on a aujourd'hui donc une dispersion des listes, ça n'arrange pas l'opposition. La tendance devrait être vraiment au regroupement. Maintenant, si par extraordinaire on se retrouve avec un nombre de listes, disons, important ou démesuré, il appartiendra pour moi au gouvernement en tant qu'organisateur de prendre ses responsabilités pour imprimer donc tous les bulletins de vote et de les acheminer dans les délais. RFM. L'actualité internationale. J'accueille un autre Babacar Fall pour le journal international. Babacar Fall, bonjour. Bonjour tout le monde. Au Mali, des attaques ce matin à Bamako. Attaque terroriste, Souleymane, selon le gouvernement de transition malien. Plusieurs points sensibles de la capitale, dont les écoles de la gendarmerie de Faladié, ont fait l'objet d'assauts de la part d'hommes armés pas encore identifiés. Dans un communiqué, le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile affirme que la situation est sous contrôle et invite la population à vaquer librement à ses occupations. Aucun bilan n'a été fourni pour le moment. Des attaques en plein centre de Bamako et sous une junte militaire. Acte isolé ou réelle menace pour les militaires au pouvoir. Le journaliste Barkaba, spécialiste du Sahel.
Il est difficile pour le moment de déterminer la nature exacte de l'organisation à laquelle appartiennent les assaillants qui ont attaqué ce matin un camp de gendarmerie à Bamako. Mais d'ores et déjà, ce que l'on peut dire, c'est qu'ils ont réussi au moins à démontrer une chose, c'est que la situation sur le plan sécuritaire reste encore très volatile dans une bonne partie du Mali et même qu'ils peuvent frapper au cœur de la capitale. Ceci n'est pas très surprenant parce qu'il y a 2 ans, c'est le camp de Kati, symbole même du pouvoir des autorités maliennes où réside le colonel Assimi Goïta qui avait été attaqué par des membres du JNIM. Tout ceci démontre que la situation sur le plan sécuritaire au Mali reste encore assez précaire. Les graves inondations et leurs conséquences tragiques au Nigeria, au Tchad et au Niger après les fortes pluies de ces derniers jours. Des intempéries qui ont fait près de 220 morts au Niger. Et puis au Nigeria, on compte une trentaine de décès et 1 million de déplacés après qu'un barrage a cédé face aux fortes précipitations dans la ville de Maiduguri, Sodatiam. Dans la capitale de l'État de Boko Haram, dans le nord-est du Nigeria, les inondations provoquées par la rupture d'un barrage au sud de la ville rendent encore les déplacements difficiles. La moitié de la ville est toujours touchée à cause des crues. Il est encore difficile de se déplacer. Certains ponts de la ville ont été endommagés ou détruits. Et actuellement, selon le chef d'OCHA, le bureau de coordination des affaires humanitaires au Nigeria, Tron Johnson, ils ont accueilli plus de 300 000 personnes dans des logements temporaires dans 30 camps autour de la ville. De son côté, Samuel Djegede du Norwegian Refugee Council, il souligne l'errance des familles qui reviennent chez elles. Selon lui toujours, les gens ont perdu tout ce qu'il y avait dans leur maison, comme le mobilier ou la nourriture. Les inondations ont eu lieu pendant la nuit et la plupart ont dû partir précipitamment sans pouvoir emporter grand-chose. Un grand nombre de personnes ont été affectées par ces inondations. Les autorités locales estiment que jusqu'à 1 million de personnes pourraient être touchées d'une manière ou d'une autre. Ainsi, les besoins en aide humanitaire sont colossaux. Mais c'est aussi la question sanitaire qui inquiète de plus en plus, notamment dans les camps de réfugiés. Certains craignent de devoir faire face à une épidémie de choléra. Ils pensent que l'eau a pu être contaminée par des matières fécales. Pour l'instant, il n'y a rien, mais vu la quantité d'eau, ils s'y préparent. En France, procédure de destitution contre le président Emmanuel Macron. Une initiative des députés de gauche qui désapprouvent, entre autres, la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre. Le bureau de l'Assemblée a validé ce matin la procédure avant d'envoyer le texte en commission des lois. Et c'est parti pour une longue, mais alors très longue procédure, difficile à faire adopter parce qu'elle nécessite l'approbation de 2/3 des parlementaires de l'Assemblée et du Sénat réunis. Mais déjà, la gauche française, elle n'est pas majoritaire en commission des lois. Aucune chance presque que Macron soit destitué donc. Merci Babacar Fall, il est 12h23. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans une dizaine de minutes, nous débattrons du nouveau pôle judiciaire financier mis en place ce matin par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et pour en parler, nous serons avec Eliman Khan de l'Ex-Africa, membre de la société civile, et Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. RFM Sport. À présent, le journal des sports qui sera présenté par Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Souleymane. Tournoi de l'UFOA. Oui. Le sélectionneur du Sénégal parle du retrait de la Mauritanie. La Mauritanie qui ne participera plus à cette compétition puisque les Mauritaniens ont décidé d'aller jouer un autre tournoi avec la Ligue arabe, ce qui désorganise un peu la poule du Sénégal. Au lieu de 3 rencontres en phase de poule, les Lions vont en jouer 2. Ils ont déjà battu l'équipe du Mali hier lors de la première journée de la phase de poule sur le score de 2-0. La prochaine journée est prévue jeudi prochain. Ce sera face à l'équipe
Les Sénégalais qui vont jouer cette deuxième rencontre, ce sera face à la Gambie, une équipe gambienne que les Lions du Sénégal prennent très au sérieux. Mais le sélectionneur national, lui, se projette déjà sur la durée que les Lions devront assurer sans jouer puisque le troisième match a été annulé. Une situation difficile que le sélectionneur et les membres de son staff vont tenter de gérer. Nous allons retrouver Soda Thiam dans un instant pour parler donc de cela puisqu'elle s'est entretenue ce matin avec le sélectionneur Serigne Saliou Dia qui dirige cette équipe nationale du Sénégal. En attendant, allons à Kaolack où le maire accorde une subvention de 69 millions de francs CFA aux ASC. C'est pour subventionner les associations sportives et culturelles de la commune de Kaolack, occasion saisie par Serigne Mboup pour inviter les acteurs du Nawetan, surtout tous les jeunes, à rester au Sénégal, à travailler pour le développement du pays et à tourner le dos à l'immigration clandestine. Serigne Mboup est au micro de Fatoumba. Moi, je suis très fier aujourd'hui encore de rencontrer les sportifs, de leur donner des subventions. Ce qu'on a beaucoup augmenté parce qu'en Bona, on n'avait que 30-35 millions de subventions. Actuellement, il est à 109 millions. Mais on a encore un autre budget qu'on peut préparer pour que s'ils ont des projets, pour leur permettre d'avoir des revenus. Moi, c'est ça ma vision. Et donc, j'espère qu'eux, ils sont d'accord et ils vont nous aider pour faire cela. Donc, je pense que Kaolack mérite d'avoir les infrastructures nécessaires. Sachez qu'on a hérité quelque chose de très difficile. Mais j'espère que vraiment, ensemble, nous allons faire quelque chose pour faire revenir Kaolack avec des infrastructures. Ça nécessite l'appui du gouvernement. Ça veut dire que la mairie peut faire quelque chose un peu plus. Mais c'est l'État qui doit travailler pour doter les régions. Ce n'est pas uniquement Kaolack, mais toutes les régions. C'est uniquement au Sénégal que les sportifs demandent de l'appui. Partout dans le monde, les sportifs subventionnent même l'État. Mais les sportifs participent au contrat publicitaire et tout ça. Oui, c'est quelque chose vraiment très, très difficile, très préoccupant. Moi, je pense que les jeunes doivent attendre, doivent patienter, ils doivent relever le défi, de patienter. Le risque qu'ils prennent, c'est très difficile. Mais comprenez aussi, de temps en temps, tu vois une personne qui dit que c'est mon guidé. Bon, je pense que l'État et nous, le secteur privé, nous devons très rapidement trouver des solutions pour créer de l'emploi, pour leur donner quelque chose. La Ligue des champions européenne, tant attendue par les amoureux du football, va démarrer ce soir avec la nouvelle formule, avec 8 matchs en phase de poule pour aller se qualifier pour les deuxièmes tours. Début des compétitions à 16h45, la Juve joue contre l'équipe du PSV Eindhoven. Aston Villa en déplacement face aux Young Boys de Berne. À 19h, le Real, championne d'Europe en titre, joue contre l'équipe de Stuttgart. Dynamo Zagreb en déplacement en Allemagne pour défier le Bayern. Sporting Portugal joue contre Lille et le choc Liverpool AC Milan. Comment les amoureux du football voient cette rencontre, mais également cette nouvelle formule? Est-ce que cela les convient? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'il y aura plus de sensations ou pas? Réponse des footeux, comme on dit, dans ce Vox Populi de Mamdia. Pour le nouveau format de la Ligue des Champions, je crois que ça va être un peu difficile pour les autres. Parce que d'habitude, les poules sont composées que 4 équipes. Mais maintenant, il y a plusieurs équipes. Cela ne va pas arranger aussi pour les équipes. Parce que jouer un mardi, mercredi, jeudi, ça va être très très compliqué. Et ça peut pousser aussi les autres à se blesser très 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 rapidement. Il faut aussi que les équipes aient une très bonne effectif, comme l'effectif Chelsea qui compose 45 jours, mais Chelsea ne fait pas partie de la Ligue des Champions. D'une part, parce que cette nouvelle formule rend la compétition plus intéressante, puisque je vais taquiner un peu les supporters du Real. Des équipes comme le Real sortaient de la phase de poule et après elles héritaient de petites équipes pour aller ensuite en quart ou en demi-finale. Là, chaque équipe va jouer 4 rencontres à domicile, 4 à l'extérieur, et après ce sera un championnat plus corsé, plus difficile. Ça rend plus intéressant la compétition. C'est trop. Il y a beaucoup trop de compétition. Cette nouvelle forme de Ligue des Champions va épuiser les joueurs. Ils vont jouer plusieurs matchs. Ligue des Champions, championnat, coupe. C'est trop. C'est des humains. Il faut revoir ça. Je pense que c'est trop de matchs. Retour sur la poule du Sénégal pour reparler du tournoi de l'UFOA avec l'abandon de la Mauritanie avec Soda Thiam. Les Lionceaux ont pris une bonne option en décrochant une victoire lors de leur entrée en matière. 3 points qui leur permettent de se mettre à l'abri avec le forfait de leur adversaire, à savoir la Mauritanie, souligne le sélectionneur Serigne Saliou Dia. Le nombre de matchs sur le plan international est extrêmement important pour ces jeunes joueurs qui doivent progresser.
Et ce sont ces matchs qui feront que demain, ils seront déjà prêts pour le haut niveau. C'est vrai que si on avait commencé par une défaite, ça aurait été un inconvénient. Mais là, on remercie le bon Dieu de nous avoir donné cette victoire. Maintenant, il va falloir juste se concentrer sur le deuxième match. Avoir le même état d'esprit, la même détermination, voilà, la même envie de gagner ce match. Et puis, qui nous qualifiera et que nous, au dernier match, on pourra arbitrer tranquillement le Mali et la Gambie. Voilà, ça aurait été un inconvénient si on perdait, parce que là, on allait obligé de faire un résultat et d'attendre encore une fois le dernier match, parce que le Mali ne va pas jouer, il va regarder, et ça, ce serait avantage pour le Mali. Mais là, on remercie le bon Dieu de nous avoir donné cette victoire. Cependant, si le Sénégal parvient à venir à bout de son prochain adversaire, la Gambie, la qualification en demi-finale sera acquise. Mais selon le sélectionneur, il pourrait y avoir un petit souci que le staff devra gérer. Et comme on a dit, je pense que la Mauritanie s'est très bien préparée. Ils ont été en Espagne, ils ont été en Arabie pour préparer ce tournoi. Donc je pense que ce n'est pas de leur volonté de ne pas venir. Nous, on s'en tient à ça. Peut-être ce qui nous handicapera, si on passe au deuxième tour, on restera plus 6 jours sans jouer, mais on essaiera de trouver plus ou moins les palliatifs pour garder notre jeu dans le bon tempo. Rappelez que seules les 2 équipes finalistes de ce tournoi vont se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Et c'est le coup de sifflet final de la page des sports. Merci. Pas d'arrêt de jeu ni de prolongation. L'arbitre est allemand. Pas de temps additionnel. 90 minutes pile poil. Merci beaucoup, Malal Junior Diagne. RFM, la presse du jour. La revue de presse avec Barthélémy Ngom. Bonjour. La politique économique et sociale du Sénégal. L'alerte du FMI dans presque tous les journaux parus ce mardi. Le Sénégal va mal, écrit la Tribune qui cite le Fonds monétaire international. L'inflation galopante a ralenti pour atteindre 2,2% en glissement annuel au premier semestre de l'année. Ajouté à cela, souligne le confrère de des médias, la dette de l'administration centrale qui devrait rester supérieure aux critères de gouvernance de l'UEMOA fixés à 70%. Sombre prédiction du FMI, conclut le confrère. Le FMI sur les lignes du projet embraye encore le quotidien L'Observateur. Sauf que là, l'Obs nous apprend que les recommandations de l'institution financière sont en phase avec les orientations de Diomaye Sonko. Rationaliser les exonérations et améliorer la collecte des recettes fiscales, entre autres. Le quotidien donne le montant de la dette à rembourser dès l'année prochaine. 8125 milliards de francs CFA. Ce qui fait dire au journal que les comptes flambent. Le journal rappelle d'ailleurs qu'en 2023, le stock de la dette publique s'élevait à 13 776 milliards, ce qui fait que les remboursements à venir, qui représentent 59% de ce montant, vont peser lourdement sur les finances publiques du pays. D'autant que le service de la dette se répartit entre la dette extérieure et la dette intérieure. Celle extérieure, par exemple, qui représente 59% de l'encours total, est principalement détenue par des créanciers multilatéraux. Banque mondiale, FMI, entre autres, souligne encore le quotidien. De l'argent également, on en parle avec ce parfum de scandale qui dégage dans les colonnes de Busby le jour. Rebondissement dans le contrat Azer AEE Power Sénégal, l'ARCOP veut la lumière. Le journal nous apprend que l'autorité de régulation de la commande publique saisie par AEE a demandé à l'Azer de lui transmettre le protocole de renégociation conclu avec AEE Power Sénégal. La dite entreprise qui s'active dans l'énergie affirme que Azer a donné ordre à la Banque Santander de verser l'avance de démarrage d'un montant de plus de 37 milliards de francs CFA en violation du code CIMA. Résultat des courses, l'attribution du marché portant sur 37 milliards de francs a été suspendu. Notre source A qui parle d'une première victoire de AEE Power Sénégal. Mon confrère revient d'ailleurs sur les rebondissements de cette affaire qui n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Entre Serigne Moustapha Sy et Ousmane Sonko, ça vole bas et le guide des Moustarchidines a donné le ton lors du Gamou. Des menaces à peine voilées reprises par les confrères de ce matin. Source A note que Serigne Moustapha Sy, Ousmane Sonko et le menace en direction des législatives. Une menace que le journal assimile à du gatsa-gatsa. Les relations entre les deux hommes sont devenues purulentes, constate Busby le jour. Le journal du groupe E-Média reprend quelques extraits du discours du guide des Moustarchidines qui déclare avoir sauvé Ousmane Sonko d'une liquidation sur son lit d'hôpital. Diomaye, dit-il, par contre, est un homme bien. Serigne Moustapha Sy promet dans la tribune de sanctionner Ousmane Sonko aux prochaines élections législatives parce que, dit-il, Sonko l'a snobé malgré tout ce qu'il a fait pour lui. S'il croit qu'il peut nous faire chanter, eh bien, il se trompe lourdement.
lourdement, conclut encore Serigne Moustapha Sy dans les colonnes de Source A. Serigne Moustapha Sy, game out avec Sonko, mentionne Vox Populi. Le même Ousmane Sonko que l'on retrouve à la une du Soleil. Il était à Tivaouane dans le cadre du Gamou. Il faut formaliser, dit-il, les relations entre le culte et l'État. Le message du khalife général des Tidjanes, toujours dans le Soleil. Serigne Babacar Sy Mansour appelle la jeunesse à croire en ses valeurs. Vox Populi constate que le khalife a fait le procès des fléaux sociaux effrayants, la débauche, la distraction entre autres, et c'est pourquoi il a rappelé l'urgence de revenir à la précédence du message du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La fatwa de Tivaouane renchérit encore Sud Quotidien. Serigne Babacar Sy Mansour, qui a justement reçu les clés de la grande mosquée, enquête note que Tivaouane étrenne son joyau. La grande mosquée de Tivaouane a été donc inaugurée après 3 ans de travaux, écrit encore enquête. Toujours à Tivaouane, Besbi le Jour informe que le khalife a profité du Gamou pour dénoncer les attaques contre les religieux. Et l'Observateur de son côté fait le récit d'une nuit de lumière. Élection législative du 17 novembre prochain. Parrainage et caution. Les 7 sages du Conseil constitutionnel fixent les règles dans Sud Quotidien. Pas de parrainage. La caution de 15 millions de francs CFA maintenue. Les 7 sages, selon mon confrère, balisent la voie à l'explosion de candidatures, comme ce fut le cas lors des législatives de 2017. Sur ce, l'Alliance pour la transparence des élections met en garde le nouveau régime. Le Forum du justiciable, de son côté, exhorte l'administration électorale à adopter une communication ouverte et franche avec tous les acteurs. Et sur la pléthore de listes en vue, l'info au quotidien parle d'un imbroglio qui va profiter au pouvoir. Le pouvoir, écrit le journal, pourra toujours surfer sur la vague toujours haute de sa victoire lors de la présidentielle. Tandis que l'opposition, note l'info, risque de ne pas avoir le temps pour mettre en place des synergies et stratégies capables de résister au rouleau compresseur du pouvoir. L'Observateur dessine ainsi les clés des meilleures combinaisons en vue de ces élections. Mais Walf Quotidien constate, pour le souligner, Pastef est en train de snober ses alliés pour ces élections, ce qui pourrait être une tache noire dans la coalition présidentielle. Justement, un des responsables de la coalition présidentielle, Aminata Touré, l'AS nous apprend qu'elle s'érige en bouclier pour défendre Diomaye et Sonko des attaques tous azimuts. Aux représentants du chef de l'État et présidente du mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance, Mimi, face à la presse hier, accuse le régime de Macky Sall d'être responsable de la situation économique du pays. Parmi ses cibles, l'ancien premier ministre Amadou Ba, à qui elle demande de rendre compte de sa gestion. Dans l'I quotidien, Mimi Touré exulte et plaide pour l'abrogation de la loi d'amnistie. Direct News, en ce qui le concerne, s'intéresse au Parti démocratique sénégalais. Un parti qui, selon le journal, se fissure. Plusieurs responsables, pas des moindres, ont exprimé leur colère pour dénoncer le fonctionnement du parti. Aucune réunion du secrétariat national depuis sa mise en place en 2019. En plus, le comité directeur n'a tenu aucune réunion depuis cette année 2019, sans oublier le bureau politique qui, non plus, ne s'est pas réuni depuis 2015. Suffisant pour que Oressar se fâche et met en garde tous ceux qui seraient tentés de faire du PDS un parti Yobalema. Bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. 12h37, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Le pôle juridique financier a été installé ce matin par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Nous en discutons avec nos 2 intervenants du jour. Eliman Khan, l'ex-Africa, membre de la société civile, bonjour. Bonjour Soleiman. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, bonjour. Bonjour Suleiman. Merci à vous également. Je le disais tout à l'heure, le ministre de la Justice a présidé la cérémonie d'installation du tout nouveau pôle judiciaire financier au palais de justice et il en a expliqué les missions et globalement il s'agit de réprimer les crimes économiques et financiers dans leur acception la plus large, incluant notamment le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent, etc. Alors, Eliman Khan, pour commencer, en tant que membre de la société civile, qu'attendez-vous de cette innovation, disons, dans notre dispositif judiciaire? Oui, il faut rappeler que pendant plusieurs années, ont toujours proposé le renforcement du cadre judiciaire de lutte contre les infractions financières et les autres crimes associés. Et nous avons également constaté les limites des juridictions qui ont été au préalable dans notre pays. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que nous en
réjouir de cette décision qui consiste à mettre en place le pôle judiciaire financier et en son sein le parquet financier, qui consiste à mettre en place une direction, mais aussi des magistrats et d'autres experts qui seront exclusivement dédiés à la gestion des crimes économiques et financiers qui représentent énormément d'impact négatif sur notre économie, également sur la société de notre. Malheureusement, la liaison n'est pas des meilleures. Je vous propose de rester en ligne. On va essayer de régler le problème. En attendant, je vais introduire Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, avec la même question. Quelles sont vos attentes par rapport à ce pôle judiciaire financier, par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent, et quel positionnement, puisque Eliman Khan a évoqué justement l'ancien dispositif, comment ce pôle va se positionner par rapport à ce qui existait avant. Il a évoqué la CREI, mais j'ajouterai la Cour des comptes pour ce qui concerne les comptables publics, par exemple, etc. Oui, par rapport à l'ancien dispositif, moi je pense que le pôle judiciaire financier est beaucoup plus apte et beaucoup plus approprié pour lutter contre la criminalité économique. Parce que, si vous vous souvenez bien, la société civile avait toujours formulé des critiques à l'endroit de la Cour de répression et de l'enrichissement illicite, parce que tout simplement, non seulement la CREI n'était pas efficace pour faire face à la criminalité économique, mais également la Cour de répression et de l'enrichissement illicite ne garantissait pas aux justiciables un procès qui est juste et équitable. Parce que tout simplement, au niveau de la CREI, il n'y avait pas ce qu'on appelait le principe du double degré de juridiction. Donc avec la CREI à l'époque, si vous êtes condamné, vous n'aviez pas la possibilité de contester le bien fondé de cette décision. Vous n'aviez pas la possibilité de faire ce qu'on appelle un recours effectif. Vous n'aviez pas la possibilité de saisir la cour d'appel pour juger ou bien pour contester le bien fondé. Donc, ce sont ces manquements-là qui ont été corrigés aujourd'hui avec le pôle judiciaire financier. Maintenant, avec le pôle judiciaire financier, si vous êtes condamné et que vous n'êtes pas d'accord, aujourd'hui, vous avez la possibilité de saisir la chambre d'appel financière pour contester le bien fondé. Donc là, je pense que c'est en tout cas c'est une amélioration pour vous. Oui, en fait, c'est une amélioration considérable, Souleymane. Parce que nous, pour nous, droits de l'homme, pour nous, acteurs de la société civile, dans ce contexte précis où on parle de réduction des comptes, la première chose que nous, droits de l'homme, qu'on doit s'assurer, est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous disposons d'une juridiction qui est capable de garantir à un justiciable un procès qui est juste et équitable? Est-ce que dans ce contexte où on parle de réduction des comptes, est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal dispose d'une juridiction qui peut garantir, en tout cas, les principes directeurs qui gouvernent un bon procès pénal? Et aujourd'hui, avec le pôle judiciaire financier, ce problème est réglé. Parce que si vous vous souvenez avec l'affaire Karim Wade, le groupe de travail des Nations Unies avait reproché à l'époque à l'État du Sénégal le fait qu'au niveau de la CREI, il n'y avait pas ce qu'on appelle le principe du double degré de juridiction. Donc je pense que tous ces manquements-là ont été réglés. Et aujourd'hui, avec le pôle judiciaire financier, nous estimons qu'on peut aller tranquillement vers la réduction des comptes parce que tout simplement, comme je l'ai dit, nous avons aujourd'hui un pôle judiciaire financier qui est capable de garantir à tout un chacun un procès qui est juste équitable. Mais également, au niveau du pôle judiciaire financier, il y a ce qu'on appelle une chambre d'accusation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, quand la procédure sera déclenchée, les actes, en tout cas, que le juge d'instruction est amené à prendre, aujourd'hui, les personnes qui seront poursuivies, ils peuvent quand même contester ou bien attaquer ces actes-là devant la chambre d'accusation. Donc, Souleymane, pour répondre à votre question, nous, présentement, nous sommes confiants. Nous pensons qu'aujourd'hui, on a une juridiction qui peut quand même... Voilà. Très bien, merci beaucoup. On revient avec Eliman Khan de l'ex-Africa qui faisait un développement sur la pertinence ou l'intérêt
de ce pôle financier, parce que d'abord c'était une demande de la société civile depuis plusieurs années, et deuxièmement parce que c'est un pôle qui va se spécialiser sur les crimes économiques et financiers qui, disiez-vous, ont un impact important. Alors je voudrais vous relancer sur deux aspects dont l'un a été évoqué par Babacar Ba tout à l'heure entre les lignes, puisqu'il parle de reddition des comptes, c'est le timing, puisque certains pourraient être tentés de penser que c'est un pôle qui a été mis en place justement pour la promesse des nouvelles autorités de mener à bien une reddition des comptes de l'ancien régime. Mais la deuxième chose, vous l'avez dit, ces crimes ont un impact important, mais en nombre, il y en a beaucoup également. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de, ce qu'on a connu avec les autres parquets, c'est-à-dire des procureurs qui sont submergés par des dossiers? Est-ce que ce risque est encouru également par ce pôle financier? Oui, pour la première préoccupation de votre question, il faut rappeler que cette réforme date de l'ancien régime. Donc, ce n'est pas du tout le régime actuel qui a pensé à mettre en place un pôle juridique financier. Mais ils ont même tardé à mettre en place. Et donc, les juges ont été nommés récemment, c'est vrai, par le nouveau régime. Et cela coïncide avec une période de reddition des comptes. Parce qu'il faut le dire, ça, on ne le rappelle pas assez. C'est-à-dire que la reddition des comptes est une opération républicaine permanente, mais elle est un moment important et nécessaire en cas de changement de régime. Et ça, c'est le Code de transparence, qui est une loi qui date de 2012, qui exige à ce que la situation de la gestion financière du budget et même de la dette soit faite dans les 3 premiers mois, et que également soumis à la Cour des comptes, et puis après validation, doit être publié dans les 6 premiers mois. Donc, je pense que c'est normal. C'est vrai qu'il y a un discours politique qui a tendance à saper et biaiser cette procédure qui est exclusivement constitutionnelle, légale et judiciaire. Et c'est ça qu'il faut justement éviter. Maintenant, le fait que le pôle se mette en place maintenant, cela veut dire tout simplement qu'il y a une urgence à renforcer ce pôle en magistrats suffisants. Donc, il faut des ressources humaines suffisantes. Il faut leur donner les moyens nécessaires parce que les infractions ou crimes ou autres économiques et financiers sont assez insidieuses. Et également, il y a des procédés utilisés qui sont des procédés très complexes. Donc, il faut une expertise à la disposition de ce pôle judiciaire financier, également suffisamment de magistrats bien formés, mis à niveau pour pouvoir animer ce nouveau cadre judiciaire spécifique que nous avons. Donc ça, c'est important. L'autre élément par rapport qui est sous-jacent à votre préoccupation, c'est le respect de l'indépendance de la justice et de laisser donc le procureur financier avoir la charge exclusive de mener ces opérations-là de reddition des comptes. Et surtout qu'il ne faut pas l'oublier, avant même la situation actuelle qui est exigée par le changement de régime, il y a énormément de dossiers en cours qui dormaient, disons, dans les tiroirs du procureur qu'il faut réveiller et donner suite définitivement. Et cela y va de l'intérêt de recréer une confiance entre notre justice et les citoyens. Cette confiance a été quand même quelque part très malmenée dernièrement dans ce pays. Et donc, sans pour autant revenir sur ce que vous avez dit qui est important, c'est-à-dire l'impact de ces crimes économiques sur l'économie et la société, dans un contexte où, vous l'avez vu, le contexte économique du Sénégal est très morose. Et en même temps, au-delà des chiffres qui sont donnés par des institutions partenaires, ce que vivent les Sénégalais, c'est incroyable. On est dans un marasme silencieux qui ne dit pas son nom, qu'il urge de régler par des mesures certes politiques économiques, mais aussi en rassurant tout simplement que donc plus jamais personne ne va impunément s'accaparer du bien public et faire ce qu'il veut.
Alors, Babacar Ba, une question, enfin 2 questions en une. Premier aspect de cette question, c'est par rapport à des institutions telles que l'OFNAC, mais aussi la CENTIF, où on a des magistrats, des juristes spécialisés dans ces questions-là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'attrition, un risque comment dire, de perdre toutes ces compétences qui sont dans des organisations telles que l'OFNAC et la CENTIF pour aller rejoindre justement ce parquet qui a des besoins en personnel et en expertise tel que l'a évoqué Eliman Kane. Et le deuxième aspect sur lequel peut-être Eliman Kane pourra également se prononcer puisqu'il l'a évoqué tout à l'heure, c'est le lien entre ce nouveau pôle et justement le rapport du FMI, puisque ce pôle était l'une des conditions à satisfaire pour que le Sénégal sorte de la liste grise. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 aspects-là? Oui, d'abord, par rapport aux premiers aspects, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui qu'il y ait un risque, en tout cas pour la ressource humaine qui est au niveau de certains organes de contrôle comme l'OFNAC ou bien en tout cas la CENTIF puisse quand même partir au niveau du pôle judiciaire financier. Parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, les organes de contrôle, c'est des unités d'enquête. Par exemple, l'OFNAC est une unité d'enquête qui mène en tout cas un travail d'investigation, qui produit des rapports et que ces rapports-là, aujourd'hui, sont destinés au parquet financier. Donc aujourd'hui, autant on doit renforcer le parquet financier, mais également il faut renforcer également en termes de ressources humaines, en termes de moyens, les organes de contrôle comme l'OFNAC pour permettre aujourd'hui à ces institutions-là de pouvoir continuer à faire convenablement le travail. Il faudra former des spécialistes. Non, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, je pense qu'Ilman l'a très bien expliqué. Parce que vous savez, Souleymane, la criminalité financière, elle est complexe. La matière économique, elle est vraiment complexe. Donc aujourd'hui, et nous, on a eu à le rappeler, nous avons même interpellé le ministre de la Justice pour lui demander de, en tout cas, procéder à des renforcements de capacités. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les magistrats sénégalais sont formés par rapport au droit commun. C'est en fait, par rapport à la formation initiale, ils ne sont pas spécialisés. Donc aujourd'hui, quand on parle de criminalité financière, quand on parle de matière économique, je pense qu'il faut qu'il y ait des renforcements de capacités. Il faut aujourd'hui outiller davantage les magistrats du pôle financier pour leur permettre de faire convenablement leur travail. Là, je pense qu'il faut quand même que le ministre de la Justice puisse quand même le plus rapidement possible s'atteler à cela. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons avoir un pôle qui est vraiment dynamique, si nous voulons aujourd'hui avoir un pôle financier qui fait correctement son travail, il faudrait effectivement que les magistrats qui sont affectés là-bas puissent quand même avoir une maîtrise parfaite, en tout cas, de la matière. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on vous a bien compris et... Voilà. Maintenant, je voulais juste terminer sur un point. En fait, ça, je vous le demande. C'est-à-dire que nous voulons lancer un appel à l'endroit des acteurs politiques pour leur dire de s'abstenir, en tout cas, de poser des actes, en tout cas, qui pourraient être perçus comme une immixtion par rapport au pôle judiciaire financier. Donc, je pense que nous avons... on vous a bien compris. Merci Babacar Ba. 30 secondes, Eliman Kane, sur la liste grise. Sur la sortie du Sénégal de la liste grise, puisque la mise en place du pôle était une des conditions. Oui, ça c'est important. Ça dit que ça depuis quelques années, parce que ça a un impact sur la signature du Sénégal pour mobiliser des ressources dont il a besoin. Donc je pense que souvent également les réformes que nous faisons obéissent plus à ces exigences que la demande interne de transparence. Voyez-vous, mais c'est une bonne coïncidence. Et en même temps, vous me permettrez que la réforme de l'OFNAC récente aussi est liée à ça. Mais justement, je pense qu'il faut une nouvelle réforme de cette OFNAC-là pour qu'elle soit davantage, pour que l'office soit davantage réservé aux enquêtes et ensuite saisir le parquet pour éviter quand même les doublons possibles entre deux institutions. Il ne faut pas créer de compétition alors que la nouvelle réforme de l'OFNAC
donne énormément de pouvoir au président, un pouvoir de procureur qui lui permet de faire beaucoup de choses sur le plan judiciaire, ce qui devrait être réservé dès lors au parquet financier. Bien sûr. Merci. Merci Eliman Kane, merci Babacar Ba. On vous retrouve tous les deux dans la version Wolof de ce débat et nous reconnaissons tous ces spécialistes qui sont dans ces différentes organisations telles que la CENTIF, le GIABA, l'OFNAC, que ce soit des magistrats, des avocats ou des experts dans la matière. Il ne faut pas le sous-estimer, il faut donc le reconnaître. Merci. À 12h54, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Chef d'édition Awambaï, Barthélémy Ngom à la coordination, à la mise en onde Amadi Ndiaye et à la production alors Abdelkader Lo. Retrouvez Barthélémy Ngom à 13h pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes.